À la base, on ne comptait pas parler d'Epstein, mais un mois avant la publication du dossier Epstein, j'étais tombée sur une interview de Carl Zero et un passage avait titillé ma curiosité. Je me souviens en fait que le même Jordanov m'avait dit, alors en 2016, donc c'est avant la première élection de Trump, qu'une avocate du nom de Liza Bloom, et elle avait défendu une nommée Cathy Johnson, qui était une femme qui en 2016 avait porté plainte contre Donald Trump et Jeffrey Epstein pour des viols commis à 4 reprises dans la maison d'Epstein à New York, où elle était accompagnée de 2 autres jeunes filles. Elle avait 13 ans, il y avait une Tiffany âgée de 16 ans ou 17 ans qui était la pourvoyeuse, et une autre petite de 12 ans qui s'appelait Maria. Et donc cette Cathy Johnson, elle a déposé plainte 3 fois. 2 fois en Californie où elle s'est fait retoquer parce qu'elle avait porté plainte au civil, et on lui a répondu « Ah ben non, c'est du pénal, vous accusez de... » Donc elle a dit « Ah bon, bah alors dans ce cas-là, je change... » Alors elle avait un autre avocat, et elle a choisi donc cette Liza Bloom pour... quelques mois après, reporter plainte, mais à New York et au pénal. Sauf que, le jour où elle devait aller avec l'avocat témoigner, donc après, la plainte est déposée, elle est officielle, c'est pas des plaintes que j'ai inventées, hein. Toutes les 3 plaintes existent. La veille, Cathy Johnson, avec sa maman, est au supermarché du côté de Los Angeles. Le procès a lieu le lendemain à New York. Et dans le parking du supermarché arrivent 2 types, des malabars, accent genre russe, tu vois, qui leur disent Trump et Epstein, on va oublier. Et là, comme ça fait des mois qu'elles ont des menaces au téléphone et tout, là, elles flippent vraiment. Elles flippent d'ailleurs définitivement. Parce que Cathy Johnson, plus personne n'en a entendu parler, ni même n'a réussi à la retrouver. On a bien cherché. Toutes les adresses qu'il y a sur les différentes plaintes, il n'y en a plus aucune qui marche. Le mail qu'on avait, il ne marche pas. On n'a rien. Et quand on parle au premier avocat, il dit « j'espère qu'elle est encore en vie ». Et quand j'ai vu toutes les filles venir témoigner contre Epstein, ça m'a rappelé évidemment ce que racontait Cathy Johnson. Et j'aurais voulu qu'elle vienne témoigner maintenant. Mais elle a disparu, on ne sait pas où elle est. Est-ce qu'elle est morte? Est-ce qu'elle n'est pas morte? Alors Cathy Johnson, ça me disait trop rien, donc j'avais gardé ça dans un coin de ma tête en me disant que je regarderai plus tard quand j'aurai le temps. Et du temps, je n'en ai eu que là, très récemment. Alors toujours intriguée, j'ai enfin tapé son nom sur Google et aux surprises, je suis directement tombée sur son témoignage. Un témoignage filmé par le FBI en 2016 et là ça m'est revenu. Je me suis souvenu que son nom avait circulé il y a une dizaine d'années et qu'au-delà d'Epstein, c'était aussi ce qu'elle disait sur Donald Trump qui avait fait grand bruit à l'époque. On a énormément parlé à l'époque de son comportement vis-à-vis des femmes, et c'est en voulant savoir ce que Cathy Johnson était devenue que j'ai mis, sans le savoir, sans le vouloir, un pied dans un engrenage. Je ne vous en dis pas plus, découvrez aujourd'hui la triste histoire de Cathy Johnson et bien d'autres. Yes, everything that I say at this interview will be the truth. Comme toujours les amis, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la booster, à vous abonner et on commence. Le témoignage de Cathy Johnson, il est très intéressant parce qu'il explique comment fonctionnait le réseau de prostitution d'Epstein. Do you think you're the devil yourself? I don't know. Why would you say that? Cathy Johnson dit avoir rencontré Epstein et Trump alors qu'elle avait 13 ans. Donc on va écouter le témoignage de Cathy, puis on fera certaines pauses pour creuser certains points. Et ensuite on verra ce qu'elle est venue. J'ai accepté cet entretien de mon plein gré. Non, rien ne m'a été promis en échange. Oui, tout ce que je dirais lors de cet entretien sera la vérité. J'ai rencontré Donald Trump à des soirées où je travaillais pour M. Jeffrey Epstein. J'ai eu des rencontres avec Donald Trump à 3 ou 4 reprises. J'avais 13 ans. La première fois, c'était à une fête dans la propriété de Jeffrey Epstein. Il y avait une fille et il observait la scène de loin. Il m'a demandé si je pouvais venir lui faire une question. Au début, je n'étais pas très à l'aise avec ça. C'était ma première ou deuxième soirée de ce genre et je ne pensais pas que je devais faire ça. Mais mon recruteur m'a dit que je devais le faire, alors j'ai accepté. Et puis, j'ai commencé à... Pardon, c'est un peu difficile. Mais avant que je lui fasse une fellation, il m'a repoussé la main et m'a dit « Tu dois mettre un gant ».
Le recruteur a accouru, m'a tendu un gant et a dit « Personne ne touche le pénis de Monsieur Trump sans gant. » Donc j'ai dû mettre un gant. Je lui ai fait une fellation et juste après, il a eu un orgasme. Il est parti et je ne l'ai plus revu à cette soirée. Jeffrey Epstein est un ami milliardaire de Donald Trump qui organisait ses soirées à caractère sexuel. À l'origine, je suis venue à New York pour devenir mannequin. Au cours de mes voyages, j'ai rencontré une fille nommée Tiffany qui s'intéressait beaucoup à moi. Elle m'a dit qu'elle aidait les filles à obtenir ce qu'elles voulaient et qu'elle pouvait m'aider à percer dans le mannequinat. Elle connaissait beaucoup de personnes influentes et m'a assuré que ce serait facile. Elle m'a simplement dit que je devrais participer à quelques événements et rencontrer des gens. Ce serait un jeu d'enfant. Alors bien sûr, j'y suis allée. Ça n'avait pas l'air compliqué. Elle recrutait des filles pour venir à ses soirées et la plupart avaient à peu près mon âge. Il y avait peut-être 2 ou 3 filles de 14 ou 15 ans, mais nous nous sentions toutes très jeunes. Jeffrey Epstein savait que j'avais 13 ans. Lors de l'entretien, il m'a demandé de me mettre en soutien-gorge puis en culotte. J'ai trouvé ça bizarre, mais bon, le mannequinat, tout ça. Peut-être que c'était à cause de ma silhouette. Il m'a demandé de le masser. Ensuite, il m'a demandé mon âge. Je lui ai dit que j'avais 13 ans et pourquoi j'étais là. Il m'a répondu « Eh bien, tu feras l'affaire. Tu sais, je suis sûre que tu seras parfaite ici. » Puis il a essayé de se glisser en moi. Je l'ai repoussé et j'ai dit que... Parce qu'à ce moment, je croyais encore qu'il y avait les mannequins et puis qu'il y avait les filles qui faisaient ça. Je pensais qu'il y avait une différence. Donc oui, je lui ai dit que ça ne m'intéressait pas, mais il a insisté. Quant à Donald Trump, il savait que j'avais 13 ans et je crois que c'est Tiffany qui le lui a dit. Il semblait m'apprécier parce que... Là, je me permets de faire une pause parce que c'est des méthodes très similaires à celles qu'on avait vues concernant le réseau du PDG d'Abercrombie & Fitch. Lui, c'était des jeunes mannequins qui étaient piégés et on revoit les mêmes patterns de manipulation, notamment pour manipuler le consentement de la victime. J'ai remarqué que la plupart se sont pas dit « cool, je vais me prostituer, ça fonctionne pas comme ça ». On leur dit au début « t'auras qu'à assister, t'as rien à faire ». On leur décrit même pas vraiment le genre de soirée. Ça se fait de manière beaucoup plus insidieuse, comme par exemple le fameux piège du massage. On sait qu'Epstein utilisait beaucoup les massages pour agresser seulement ces jeunes victimes. Elles arrivaient pensant masser un homme. Et officiellement, elles étaient payées pour masser. Et puis après, Jim s'était présenté comme un représentant du bureau d'Abercrombie. David était choqué. Lui qui était un grand fan de la marque, eh bien, il était assez honoré. Et Jim était cordial, poli. Il lui a proposé de marcher ensemble vers ses locaux où une réunion l'attendait. Arrivé sur les lieux, Jim lui a proposé de passer une audition, il lui a dit de se déshabiller et il a fait à David une fellation. David ne voulait pas, mais il a dit, je cite, « À cette époque, j'étais conditionné à croire que ça faisait partie du processus de recrutement si on voulait espérer devenir quelqu'un à Hollywood. » Jim lui a ensuite tendu de l'argent que David a refusé, mais Jim a insisté en lui disant, je cite, « Ton temps est précieux. » Et rétrospectivement, David pense que c'était pour qu'il garde le silence. Mais de quoi tu te plains? Je t'ai payé. Et ce jour-là, David s'est senti stupide et utilisé. Alors imaginez-vous quand même qu'il partait pour un simple café et qu'il s'est ensuite retrouvé à faire des choses. Quant à Donald Trump, il savait que j'avais 13 ans et je crois que c'est Tiffany qui le lui a dit. Il semblait m'apprécier parce que j'étais si jeune et je ne sais pas, il n'avait pas l'air de s'intéresser aux filles qui étaient déjà populaires auprès des autres. Il préférait être le premier à avoir des relations, si vous voyez ce que je veux dire. C'était lui qui voulait être le premier à séduire une fille. Donald Trump savait que j'avais 13 ans parce que, dès le premier soir, Tiffany me l'a suggéré.
Elle avait plein de perruques différentes et j'ai manifesté de l'intérêt pour elle. Je lui ai toujours dit que j'adorerais me promener avec des cheveux bleus, alors j'en ai essayé. Il y avait une perruque blonde qui, selon elle, m'allait très bien, alors je l'ai portée. Donald Trump m'avait posé des questions parce que je lui rappelais sa fille, et il a dit qu'elle avait 13 ans aussi. Alors il a su dès qu'il m'a vue, mais il m'a prise en affection parce que je ressemble à sa fille. Après avoir rencontré Tiffany à la gare routière, elle m'a emmenée chez elle, enfin dans son appartement. Je me suis préparée, j'ai mis une perruque blonde parce que ça me semblait amusant de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Nous sommes allés à la soirée pour laquelle j'avais passé l'entretien et c'est Jeffrey Epstein qui organisait la soirée. Il a eu un bref entretien avec chacun des employés et j'ai eu un entretien privé avec lui. La première fois que j'ai rencontré Jeffrey Epstein, il a tenté de s'introduire en moi sans mon consentement. Lors d'une 3e ou 4e soirée, il m'a forcé. C'était un massage et ce n'était pas vraiment un rapport sexuel. Mais il y a eu pénétration. Je lui ai dit que je ne voulais pas, mais il s'est irrité. Je ne sais pas, il y avait quelque chose chez lui qui m'a marquée. J'ai éprouvé beaucoup de ressentiment à son égard. À ce moment, j'ai commencé à comprendre que je n'étais peut-être pas là pour faire du mannequinat, mais qu'il m'utilisait. Je me sentais responsable de ses actes. J'ai reçu de l'argent pour aller à ces soirées. Après chaque soirée, M. Epstein me payait. Il n'y avait pas, parmi toutes les filles qui étaient là avec moi, je n'avais jamais, la plupart avaient 13 ou 14 ans. Je crois que la plus âgée avait 16 ans. Elle venait de les avoir. Enfin, elle était là depuis un moment. En fait, c'était Tiffany. En fait, il aimait regarder les autres faire l'amour. C'était obligatoire. Et lui, il avait très peur des microbes. Alors, au lieu de participer, il se contentait de regarder. Alors, Tiffany, je lui ai dit que j'étais vierge. C'est donc Tiffany qui nous a présentés. Je me permets de faire une pause pour parler de Tiffany. Son rôle est important. Elle occupe le rôle d'intermédiaire. L'intermédiaire participe activement au processus de recrutement en attirant et en présentant de potentiels recrues au réseau. L'intermédiaire est la figure rassurante qui joue le rôle souvent du grand frère ou de la grande sœur. Dans l'affaire d'Abercrombie, par exemple, c'était des modèles plus âgés qui étaient des ex-recrues et qui étaient devenus trop âgés pour participer aux soirées et qui donc étaient passés de l'autre côté et qui à leur tour appâtaient les futurs recrue/victime. Et c'est à cette époque qu'il a davantage échangé avec un autre mannequin, un mannequin plus âgé que lui. Il l'avait rencontré en début de carrière et il était devenu un peu comme son grand frère pour lui. Il l'avait beaucoup conseillé tout au long de sa carrière et connaissant ses difficultés, eh bien, cet ami plus âgé lui a proposé de se faire plus d'argent en devenant un sugar baby. Barrett Poole n'aurait jamais imaginé faire ça un jour, mais après 2 ans dans le milieu de la mode et après bien des péripéties, il s'était dit « bon, pourquoi pas, j'ai connu pire, et si ça peut aider ma famille et rembourser mon prêt étudiant, pourquoi pas ?» Mais il a quand même sacrément hésité, et son ami se faisait pas mal insistant. La 2e fois que j'ai vu M. Trump, c'était dans la même situation. Il regardait une fille, et Tiffany est venue me voir et m'a dit que Donald Trump m'avait demandé de lui faire une fellation. Et je n'avais jamais fait ça avec personne. Alors j'étais un peu nerveuse. Je me suis approchée de lui et il était debout, disant, il avait l'air très fier. Je suis allée dans sa direction et il m'a repoussée en me disant « Qu'est-ce que tu fais ? Tu sais, tu dois mettre un préservatif. » J'étais comme une vraie saleté sans préservatif. Tiffany a accouru et lui a tendu un préservatif.
à moi aussi, en s'excusant 1000 fois et en disant que ça ne se reproduirait plus. Elle m'a regardée et m'a grondée comme une enfant, en disant que ce n'était pas comme ça qu'on devait se comporter avec Donald Trump. À chaque fois que tu touches son pénis, il faut mettre un préservatif, surtout une femme. Alors je me suis excusée et je lui ai fait une fellation. Et une fois qu'il eut fini, il se releva d'un bond et c'est la dernière fois que je l'ai vu, à cette soirée. Parfois, avant les soirées, j'ai remarqué des choses bizarres chez lui. Bien parfois, avant les soirées, il venait et lui et Jeffrey Epstein, ils échangeaient des plaisanteries. Et Donald Trump était très raciste. Il disait beaucoup de choses racistes. Il faisait beaucoup de commentaires sur M. Epstein, notamment sur le fait qu'il était juif. Et dans certains commentaires, il disait « salaud ». Vous voyez, il était vulgaire. Il y avait aussi des mots que je n'ai même pas compris. Quelque chose à propos de la forme de son pénis qui serait directement lié à son grain de beauté. Je ne connais pas la tradition juive, mais je suis presque sûre que ce qu'il disait n'était pas très gentil. Il parlait aussi des hispaniques. Vous savez, des hispaniques. Il les appelait les têtes de serviette. Et il disait que ce serait mieux si on ne les laissait pas entrer, ou plutôt débarrasser de tous ceux qui étaient déjà là. Ça m'a vraiment mis mal à l'aise. Il aimait aussi traiter les Noirs de nègres et les Arabes de fabricants de sable. La seule fois où il a essayé de me donner de l'argent, c'était lors de notre dernière rencontre. Où il a mis en scène un fantasme de viol. Tiffany m'a abordé en me disant qu'il avait un fantasme où il surprenait ses domestiques en train de s'embrasser passionnément. Alors elle m'a demandé, à ce moment-là, je me suis dit que je ne voulais rien avoir à faire avec lui. Mais elle m'a dit, tu seras juste l'autre, donc tu n'as rien à faire. Tu sais, tu veux juste qu'il m'a demandé de participer. Alors à contre-cœur, j'ai accepté. J'ai l'impression de ne pas avoir le choix. Le soir où je portais la perruque blonde, il a dit que je ressemblais à, vous savez, à sa fille. En fait, dans le film de la bonne, je ne portais pas de perruque blonde. Et j'essayais justement d'éviter les perruques blondes à l'époque. Mais il a vraiment demandé. Il a dit à Tiffany qu'il voulait que je la porte à ce moment-là, comme il le voulait dans ses scènes. Et à chaque fois que je la mettais, chaque fois qu'il me voyait, il disait « Oh là là, tu es magnifique ». Mais ce n'était pas un simple « tu me rappelles ma fille ». C'était un sourire malsain, malfaisant, genre « tu me rappelles ma fille ». C'était juste un sourire bizarre, un plaisir malsain. Et je ne veux même pas savoir à quoi il pensait, mais je peux l'imaginer. Si Ivanka n'était pas ma fille, je sortirais peut-être avec elle, tu sais. Ah non, arrêtez. Ben quoi? Mais on est loin de protéger sa fille en parlant d'elle comme d'un objet sexuel. Il n'en est pas à son coup d'essai, comme ces deux fois, en 2004 et en 2006, dans l'émission radio d'Howard Stern. En parlant de ta fille, tu sais, ah, elle est magnifique. Je peux dire qu'elle est canon? En fait, elle a toujours été sexy. Elle est grande, elle mesure plus d'1,80 m. Et sa fille, qui se déclare féministe, l'a défendue après un article sévère du New York Times qui l'accusait d'avoir un comportement problématique avec les femmes. Il fait des commentaires sans fin sur le corps des femmes. Je connais mon père depuis, évidemment, toute ma vie, et il a un respect total pour les femmes. Veuillez accueillir la charmante Ivanka Trump. Même Ivanka a semblé déconcertée lorsque Wendy Williams lui a demandé ce qu'ils avaient en commun. Quels sont vos points communs avec votre père? L'immobilier ou le golf? J'allais dire le sexe. Sinon, je ne vois pas trop. Et il était aux premières loges quand Ivanka a défilé sur les podiums durant sa courte carrière de mannequin. Pourtant, Donald Trump n'a cessé de souligner à quel point sa fille est sexy.
L'année dernière, dans un article de Rolling Stone, il avait déclaré « Ouais, elle, c'est vraiment quelque chose. Et quelle beauté! Si je n'étais pas heureux en ménage, et vous savez, son père... Ma fille Ivanka, elle mesure 1m83, elle a un corps de rêve. Elle est canon. Ivanka continue de défendre son père et affirme qu'il n'est pas sexiste. Ou encore cette vidéo, qui date de 1992, c'était donc 2 ans avant les faits dénoncés par Cathy. Trump présentait alors une émission et en off, alors qu'il avait oublié qu'il portait un micro et que donc il était enregistré, voyez ce qu'il a dit à une fillette croisée dans un escalator. Pouvez-vous commencer? Je suis prêt. Après les interrogations et les accusations sur le comportement de Donald Trump envers les femmes, E! a trouvé cette vidéo dans nos archives, que nous avons fournie à CBS News. Bientôt, jeudi soir. Vous montez dans les escalators? Je sortirai avec elle dans 10 ans. Alors j'ai bien aimé ce commentaire qui disait, je cite, « Il était évident à l'époque comme aujourd'hui que ses sentiments à l'égard d'Ivanka était écœurant. Les vrais pères ne pensent tout simplement pas de cette façon à l'égard de leur propre fille. » Ma dernière rencontre avec Donald Trump, Tiffany m'a parlé d'une scène de viol qui était censée être simulée. Et ça ne me plaisait pas du tout. Mais Tiffany m'a promis que ça n'arriverait pas. Que si quelque chose me mettait mal à l'aise, on pouvait arrêter. Elle m'a dit qu'elle serait là, que ça ne dégénérerait pas, que ce n'était qu'un fantasme, que ça n'allait pas vraiment se produire. Alors, je lui ai dit que je la laisserais faire. En fait, Tiffany a toujours été gentille avec moi. J'avais confiance en elle. Sinon, je ne lui aurais pas toujours fait confiance, ni fait ce qu'elle me demandait. Mais elle était là. Et il est entré, et j'étais à un lit avec des collants. Il l'a attaché. Mais en gros, j'étais l'une des principales, la domestique blanche. Et il y avait une Espagnole, Maria, une domestique hispanique. On s'embrassait quand il est entré. Il s'est mis en colère et a menacé d'appeler les services d'immigration pour Maria si elle ne venait pas arranger les choses et lui faire une mission. Pendant qu'elle lui faisait une fellation, j'essayais juste de faire comme si j'étais censée avoir peur, genre « oh non !» et de nettoyer, de ranger et de faire comme si je voulais reprendre mon travail de domestique. Et puis, il a été tellement impoli avec Maria que je me suis vraiment sentie mal pour elle. Et finalement, ça ressemblait pas à un fantasme. Et ce n'était pas le fantasme le plus bizarre. Tu sais, il l'a menacée. Il menaçait d'appeler l'immigration, oui, pour qu'elle sache comment faire. Tu sais, elle y allait. Elle n'était même pas sur le point de lui faire une fellation avant qu'il ne la gifle et ne lui dise « Tu sais qu'est-ce que tu fais? Tu sais, tu devrais mettre un préservatif. » Elle a dit qu'elle était désolée et il a dit « Tu ne comprends même pas ce que tu dis. » Et juste, tu sais, parle anglais. Il l'a insulté et puis il lui a dit « Tu sais quoi? Tu ne sais pas ce que tu fais. Fais-la venir et qu'elle te montre comment on fait. » Alors j'ai répété que je ne voulais pas. Vous savez, je devais y aller, sinon il allait appeler les services d'immigration pour Maria. Et je ne savais pas si c'était vrai ou non. Il avait dit que si je ne lui montrais pas comment lui faire une fellation, il appellerait les services de l'immigration pour la dénoncer et se débarrasser de nous deux. Vous savez, tout ce qui touchait à son plaisir, à sa satisfaction, à son bonheur, était lié à son pouvoir, mais un pouvoir extrême. Et c'est très difficile à... C'était toujours intimidant quand il était comme ça. On ne savait jamais vraiment si c'était vrai ou si c'était censé être une blague. C'est comme si on refusait de jouer le jeu, est-ce qu'il va vraiment appeler les services de l'immigration pour Maria? Est-ce qu'il allait vraiment se débarrasser de nous deux? Et je voulais même pas savoir ce que ça voulait dire. C'était pas un jeu. On sentait
que c'était pas un jeu. Et j'étais à un lit avec des collants. Et je savais qu'ils étaient tellement attachés que ça me faisait mal, rien que de rester allongée là. J'ai essayé de dire quelque chose, mais ils me criaient juste « tais-toi » et « la ferme, salope ». Vous savez, il était vraiment très brutal. Je comprends que Enfin, ça ressemblait pas à un fantasme. J'ai commencé à avoir peur. Et il était en train de m'arracher mes vêtements. J'étais vraiment paniquée. Et je lui ai dit que je ne voulais pas faire ça. J'ai crié après Tiffany et elle m'a dit « Monsieur Trump, elle est juste, vous savez, elle n'est pas... ça lui fait peur. » Et il a répondu « Toi aussi, tais-toi. » Et il s'est transformé en bête. C'était une personne complètement différente. On aurait dit que tout le monde dans la pièce avait peur de lui. Et moi, c'était comme si je ne pouvais rien faire. Il m'a pris tous mes vêtements et a commencé à avoir des relations sexuelles avec moi. Je criais parce que je n'avais jamais eu de relation sexuelle auparavant, c'était ma première fois. Tiffany lui criait dessus aussi. Elle disait que j'étais... Il nous a dit de la fermer et il a pris ma virginité pendant que je pleurais et que je le suppliais d'arrêter. Je suppose que c'est à vous de décider. Vous savez, je veux dire, il semblait prendre un grand plaisir à dominer et à contrôler. Et plus je criais, plus j'avais peur, plus il était enragé. Enragé par le pouvoir. C'était comme s'il venait d'être décuplé. C'était effrayant. Tiffany ne savait pas quoi faire non plus. Il n'y avait personne pour nous aider, ni pour m'aider. Et donc, après coup, il a fini. En gros, ça n'a pas pris si longtemps que ça. Enfin, même si j'ai eu l'impression que ça a duré 5h30. Enfin, une éternité. Je ne sais même pas combien de temps ça a duré. Mais il avait fini et je pleurais. Et Tiffany me consolait, elle s'excusait. Elle m'a dit qu'elle ne me remettrait plus jamais dans cette situation. Mais il est arrivé, furieux parce que je pleurais. Et il a dit que je devrais être contente qu'un type comme Donald Trump m'ait défloré. Enfin, il n'a pas dit défloré. Il a dit que je devrais être contente qu'un type comme Donald Trump m'ait défloré et pas un gamin boutonneux de 14 ans. Et moi, je me suis dit, et si je tombe enceinte? Sans même lui parler. Je ne voulais pas lui parler. Je parlais à Tiffany et il a dit, eh bien, tu vas te faire avoir, salope. Puis il est parti. J'ai demandé, j'étais allée. J'avais dit à Tiffany que je devais rentrer chez moi et je n'y suis jamais retournée. Après les soirées, on devait faire un rapport à Monsieur Epstein et lui raconter tout ce qui s'était passé. Qui était là, ce qu'ils avaient aimé, ce qu'ils n'avaient pas aimé, s'ils avaient eu des demandes, des discussions sur quoi que ce soit. C'est comme ça qu'on racontait tout à Monsieur Epstein. Après quoi, il nous payait et on rentrait chez nous. On sait aujourd'hui qu'Epstein était un agent secret, un agent du Mossad. On retrouve des traces de ses activités d'espion dès les années 80. Et ça, on le savait avant. On n'a pas eu besoin des dossiers Epstein pour le savoir. Il a été grillé dès les années 80. Donc, tous ces renseignements qu'il prenait, ou les vidéos qu'il filmait avec ses murs truffés de caméras, ne servaient apparemment pas que ses propres intérêts. Quand quelque chose d'aussi traumatisant arrive à une personne si jeune, on ne s'en remet jamais vraiment.
Voilà pour le témoignage de Cathy. Sachez qu'au hasard de mes recherches, je suis tombée sur des images de cette interview, plutôt de ce témoignage, mais en non flouté. Et j'ai lu en commentaire que c'était peut-être de l'intelligence artificielle. Je ne sais pas. Mais je vois pas trop de ressemblance entre cette femme et cette fillette-là, blonde aux yeux bleus, qui est présentée comme Cathy Johnson par la presse, du moins si j'ai bien compris. Or, c'est pas le même visage, c'est pas la même couleur d'yeux, donc je sais pas. Je vous pose ça là, mais j'en sais rien. Donc, comme je vous le disais, les faits datent de 1994. Le témoignage de Cathy, lui, date de 2016. 10 ans se sont passés. Alors qu'est-elle devenue? Eh bien, c'est là que les choses se sont corsées. Au début, j'avais rien trouvé à l'exception de cette info. Je cite: « Après être apparue dans les dossiers, cette fiche d'information a mystérieusement disparu. Lorsque des enquêteurs ont reproché au ministère de la Justice de l'avoir supprimée, elle est réapparue. » Donc la fiche en question, c'est la plainte de Cathy Johnson. Le ministère de la Justice a alors déclaré que les allégations, du moins celles contre Trump, étaient fausses. Et en premier lieu, le dénoncé par Cathy Johnson par ces deux personnages. Le ministère de la Justice a qualifié son témoignage de sensationnel et l'a aussitôt catalogué comme faux. Comme faux. D'office. Concernant Trump, en 2016. En 2016. On parle quand même, concernant Trump, d'un mec qui a une page Wikipédia entière consacrée à ses accusations d'agression sexuelle. Aux dernières nouvelles, alors je sais pas, parce que c'était il y a quand même 6 ans. Il y a 6 ans, on était à 26 femmes qui accusaient Donald Trump d'inconduite sexuelle. Et depuis 1992, on a des doutes quant à son comportement vis-à-vis des femmes et des jeunes femmes, voire des enfants. Mais c'est sensationnel et faux comme témoignage. Et voici ce que j'ai lu d'autre dans une vidéo de Entertainment Times. On pouvait lire: Epstein et Trump étaient-ils amis? Un tweet republié concernant la plainte déposée en 2016 par Cathy Johnson contre Donald Trump a ravivé l'indignation en ligne, cumulant plus de 7 millions de vues. Cathy Johnson affirmait avoir été vue par Trump en 1994, alors qu'elle n'avait que 13 ans, lors d'une fête organisée par Jeffrey Epstein. Bien que l'affaire ait été classée sans suite avant l'élection, prétendument en raison de meurtres, elle comprenait des déclarations sous serment et a brièvement refait surface avant d'être de nouveau retirée. Voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé dans un premier temps. Alors des infos, il doit y en avoir, mais déjà je suis pas très bonne en recherche. Et de toute façon, une chose est sûre, c'est pas à la portée du premier clic. Et devinez où j'ai finalement trouvé la réponse la plus complète? Je vous jure, ça va une blague. Sur la chaîne YouTube de 15-0. C'est fou. Je me suis dit, on commence avec lui et on termine avec lui. Il me semble que c'est le seul dans le monde francophone à vraiment avoir relayé cette histoire, l'histoire de Cathy. Et il avait en réalité déjà posté la vidéo du témoignage de Cathy sur sa chaîne, traduit en français, qu'il avait posté le 17 décembre 2025, donc le mois précédant la publication du dossier Epstein. Bon, déjà, j'étais dégoûtée parce que j'avais mis une plombe à traduire la vidéo avec Google Translate, une plombe. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il savait qu'avec la publication du dossier d'Epstein, le témoignage de Cathy, qu'il semblait être le seul à ne pas avoir oublié, allait ressortir. Et donc la réponse à mes interrogations, c'est en barre d'infos que je l'ai trouvée. Et il me semble avoir entendu dans son interview, celle que je vous ai mis en intro, qu'il a encore plus creusé le sujet dans son magazine L'Envers des Affaires, pour les intéressés. Et c'est pas une pub. Et je vais vous lire ce qu'il a écrit. Donc, si la vidéo a été postée le 17 décembre 2025, ce sont donc des nouvelles récentes qu'il a données, du moins les dernières qu'il avait en sa possession. Et il est écrit: cette vidéo de Cathy Johnson a été enregistrée en 2016, juste avant que Donald Trump devienne président pour la première fois. Elle y reprend point par point les éléments de sa plainte contre lui et Jeffrey Epstein, déposée par 3 fois et consultable en ligne. La première plainte avait été déposée en Californie le 20 juin 2016 et volontairement retirée le 16 septembre suivant. La deuxième plainte devant le tribunal fédéral du district central de Californie et contenant les mêmes allégations de a été déposée par maître Shane Mason 2 semaines plus tard, le 30 septembre 2016. Il fut débouté le 4 novembre 2016 au motif que les faits reprochés aux mises en cause devaient être plaidés devant un tribunal pénal et pas civil. Cathy Johnson a donc changé d'avocat pour maître Lisa Bloom, qui a essayé d'alerter l'opinion publique en tentant d'organiser une conférence de presse avec Cathy avant d'aller plaider au tribunal de New York. Sauf que, comme nous l'a expliqué Lisa Bloom, à la veille de prendre l'avion pour New York pour témoigner devant un grand jury au tribunal de Southern District de New York, qui devait ouvrir la voie au procès pénal, Cathy Johnson et sa mère auraient été approchées par 2 colosses à fort accent de l'Est dans un parking de supermarché du quartier de Silver Lake à Los Angeles. Le message des molosses aurait été clair: pas de témoignage contre Epstein et Trump à New York. Terrorisées, elles n'ont donc jamais pris l'avion le lendemain. Cathy Johnson a appelé Lisa Bloom en lui indiquant qu'elle et sa mère étaient constamment menacées et de coups de fil inquiétants. Elle ne s'était pas rendue à l'aéroport parce que ni maître Bloom ni personne ne pourrait les protéger.
Depuis 9 ans, Cathy Johnson s'est volatilisée. Son premier avocat, Shane Mason, dit souhaiter qu'elle soit encore en vie. Il a tenté en vain de la joindre lorsqu'en 2019, il a vu à la télévision les témoignages de femmes victimes d'Epstein et de son réseau qui racontaient une histoire en tout point similaire à celle de Cathy Johnson. Il a dit « C'est comme si toutes ces femmes citaient la déclaration sous serment que j'avais déposée avec Cathy Johnson. » Avant de déposer la plainte, Mason l'avait rencontré pendant plusieurs jours, lui et son équipe. Il l'avait fait venir en Floride, en avion, depuis la Californie où elle vivait. Il a dit, je cite, « Plusieurs d'entre nous l'ont interrogé avant de lancer la procédure judiciaire. J'ai envoyé des détectives privés pour vérifier son histoire. J'aurais sincèrement souhaité avoir la possibilité de retrouver la cliente, d'essayer de la convaincre de confirmer ses dires, de tout révéler. Mais je n'ai aucun doute qu'elle a dit la vérité sur tout ce qui figure dans sa plainte. Point final. » Fin de citation. Reste que si ces plaintes de Cathy Johnson existent et sont consultables, on pourra évidemment nous rétorquer que rien ne prouve que son témoignage soit véridique, ce dont nous conviendrions. Mais à l'inverse, pourquoi aurait-elle menti ? Trump, à ce jour, n'a-t-il pas été accusé de divers degrés d'inconduite sexuelle par au moins 27 femmes, accusation qu'il a toutes niées en mai 2023 ? Un jury a conclu que Trump avait ploté l'autrice E. Jean Carroll dans la cabine d'essayage d'un grand magasin 27 ans auparavant. Il a été condamné à verser $5 000 à l'ancienne chroniqueuse du magazine Elle à l'issue de ce procès civil, puis à 83,3 millions de dollars supplémentaires pour l'avoir diffamé. Voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé. Je trouve que c'est déjà pas mal. Donc, on en est là. Cathy a disparu. On ne sait pas où elle est, si elle est en vie ou non, si elle a disparu par choix ou non. Alors même qu'à l'époque de son témoignage, en 2016, elle semblait déterminée à barrer la route des présidentielles à Donald Trump. Les élections devaient avoir lieu quelques mois après la plainte de Cathy Johnson, le 8 novembre 2016, en sachant que la première plainte de Cathy date de juin. J'ai omis exprès certains passages de son témoignage et il nous éclaire beaucoup mieux sur le pourquoi du comment de cette démarche tardive. Et voici quelles étaient ses réelles intentions. Si je parle maintenant, c'est parce que, sur le coup, je voulais juste oublier cet incident. Et quand j'ai vu qu'il se présentait à la présidence, j'ai senti qu'il était de mon devoir de révéler à notre pays quel genre d'homme il est. Je pense qu'on ne devrait même pas l'autoriser à être agent de fourrière, et encore moins à diriger le plus grand pays du monde. Le fait que M. Trump ait une chance de devenir le prochain président me dégoûte. J'ai toujours été très fière d'être américaine et je pense qu'on vit dans un beau pays. Mais je le vois tout gâcher. C'est un type horrible. Ce qu'il montre en public n'est même pas bien. Mais les gens sont loin de se douter de la vérité et à quel point cet homme est mauvais, malade et tordu. Je pense que le peuple américain doit savoir quel genre d'homme il est. Et si ma vie change à cause de ça, qu'il en soit ainsi. Mais le peuple américain doit savoir à qui il a affaire. Si j'avais l'occasion de parler à Donald Trump, je m'enfuirais. J'ai peur de lui comme je n'ai jamais eu peur de rien d'autre de toute ma vie. Et je sais pas, je veux juste que les gens sachent. Je sais que j'ai foi en notre société et qu'elle fera le bon choix. Cathy aurait donc porté plainte pour tenter de sauver son pays de cet homme qu'elle estimait trop dangereux. Et elle alertait déjà le FBI quant à son racisme exacerbé et des risques qu'un tel degré de haine pourrait avoir sur les populations concernées, le pays et même le monde. Sauf qu'en plus d'échouer, l'avenir lui a plutôt donné raison. Elle semble avoir anticipé les événements à long terme. Je vous fais pas de dessin quant à ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. La milice glaçon, tout ça. Et à court terme aussi, comme en témoigne cet extrait de journal télévisé datant de 2018, soit 1 an seulement après la première investiture de Donald Trump. Et avant de vous passer l'extrait, je vais vous lire la légende. La présentatrice de MSNBC a du mal à terminer le lancement d'un reportage lors de son émission quotidienne, un reportage décrivant des bébés arrachés de force à leurs parents et placés dans des centres d'accueil en vertu des lois anti-immigration strictes de Donald Trump. Visiblement trop émue pour terminer la lecture du reportage, Rachel Maddow finit par donner la parole à un autre présentateur. L'AP vient de révéler une nouvelle information. Elle nous vient de l'Associated Press. C'est incroyable. Des responsables de l'administration Trump ont envoyé des bébés et d'autres jeunes enfants à au moins 3
On peut publier le graphique à ce sujet? Est-ce qu'on a l'information? Non. 3 centres d'accueil pour très jeunes enfants dans le sud du Texas, des avocats et des professionnels de la santé. Je pense que je vais devoir passer le relais. Le dernier mot avec Lawrence O'Donnell. Il est en direct de Brownsville au Texas. Cathy aura tenté, mais alors, pourquoi son témoignage n'a pas eu plus d'impact à l'époque, puisqu'il n'aura absolument pas suffi à couper la route des présidentielles à Donald Trump, malgré la teneur de ses accusations? Eh bien, on pourrait avancer, comme étant l'une des raisons, le fait qu'il ait été remis en cause par les autorités américaines, qui l'ont qualifié de mensonger et de sensationnel, selon le communiqué officiel, sous-entendant qu'il était trop aberrant, voire grotesque, pour être vrai. Or, déjà en 2016, il n'y avait rien de nouveau sous le soleil. Même si c'était 3 ans avant le scandale Epstein, qui a éclaté en août 2019, il n'empêche qu'on ne peut pas nier le fait que ce témoignage, qu'on y croit ou non, colle dans les grandes lignes avec ce que les autorités savaient déjà à l'époque sur les 2 mises en cause. Epstein, lui, avait déjà été condamné en 2009 pour des faits similaires concernant des victimes ayant un profil similaire à celui de Cathy. Les massages, tout ça, c'était pareil. C'était exactement le même procédé. Et Trump, pareil. Les premières accusations d'inconduite sexuelle à son encontre remontent aux années 70. C'est depuis sa mi-vingtaine qu'il est régulièrement accusé par des femmes d'inconduite sexuelle. Un panel d'accusations aussi diverses que variées. Regard sous les jupes, baiser forcé, attouchement sexuel, jusqu'au V, y compris sur mineurs. En sachant que l'année même du témoignage de Cathy, il avait une énième fois défrayé la chronique après s'être faufilé dans le vestiaire d'un concours de Miss pour pouvoir les reluquer dans le plus simple appareil. Tout le monde savait. Et parmi toutes ces accusatrices, il y en a 25 qui ont porté plainte, en sachant que, selon les dernières estimations du ministère de l'Intérieur français, seuls 6% des victimes portent plainte. Et ça chute à 2% dans les cas où il n'y a pas eu de contact physique, comme un regard sous une jupe, par exemple. Imaginez, et autant d'accusations auraient envoyé n'importe quel autre justiciable en prison et à vie. En termes de probabilité, la justice américaine semble avoir souvent accordé le bon soupçon à Donald. Donc, en 2016, alors même que Trump et Epstein étaient déjà connus comme les loups blancs, le ministère de la Justice de New York, c'est écrit ainsi dans le communiqué, sans plus de précision, a qualifié le témoignage de Cathy de trop sensationnel pour être vrai. Surtout concernant, je cite encore ce communiqué, les accusations concernant Donald Trump. L'air de dire, hein, quoi? Donald? Mais jamais, mais c'est pas son style, ça lui ressemble pas du tout. Certes, il dépasse parfois un peu les bornes lorsqu'il titille la jambe féminine, mais de là à l'accuser d'avoir V une enfant de 13 ans, non. Moi, personnellement, je vois pas ce qui paraît si insensé. Et ça a été le même son de cloche du côté de la police, qui n'a même pas l'air d'avoir jugé utile, du moins de ce que j'ai vu, d'enquêter sur la disparition de Cathy, le fait qu'elle se soit volatilisée alors qu'elle était sur le point de prendre l'avion pour venir témoigner. Et que plus de témoins, plus d'accusations, plus de procédures, écoutez, ça n'a pas l'air d'étonner. Et qu'en a-t-il été du côté des médias? Eh bien, quand le témoignage a été rendu public en 2016, une large partie a suivi la version officielle, selon laquelle il était absolument faux / sensationnel, quand les médias daignaient en parler. Parce que j'ai été étonnée du nombre de commentaires d'Américains postés ici et là récemment sur les réseaux sociaux et qui s'étonnaient de n'avoir jamais entendu parler de Cathy Johnson, que ce soit à la télévision ou à la radio. Alors, j'imagine que ces personnes ne sont pas les plus informées du monde, mais ces personnes ne vivent pas dans une grotte pour autant. Et en avoir parlé aussi peu est perçu par beaucoup, et rétrospectivement, comme une tentative de la part des médias de vouloir absolument décrédibiliser le témoignage de Cathy. Beaucoup considèrent qu'ils n'ont pas fait leur job, du moins les journalistes. Eux qui ont pourtant comme principale fonction d'informer, de relayer correctement et suffisamment l'information, et avec un minimum de neutralité. Or, j'ai vu des commentaires d'Américains, toujours, qui, eux, avaient eu connaissance de l'histoire de Cathy à l'époque, et qui, intrigués, avaient checké la véracité de cette affaire sur des sites officiels de fact-checking. Je crois que ce sont des organismes officiels. Bref, ils sont d'ordinaire très fiables. En tout cas, ils sont présentés comme tels. Leur seul rôle, c'est de protéger la population des fake news qui pullulent. Et ils ont tous qualifié, à l'époque des faits, le témoignage de Cathy comme étant mensonger et faisant partie d'une théorie du C. On se comprend. Comp
plus loin, plop-plop. Et être affublé ainsi du sceau de la théorie du C, c'est une sanction terrible. Ça revient à vous mute, à vous réduire au silence. Ça vous retire la possibilité d'en débattre en société. Dans le cas contraire, vous serez pris pour un zinzin qui a passé trop de temps sur 4chan et autres. Et je peux vous dire qu'en ce moment, les fact-checkers outre-Atlantique, ils sont en train de prendre très cher. Parce que c'est très grave que d'avoir d'office qualifié cette affaire comme telle. Alors même qu'on ne sait toujours pas à ce jour si ce que Cathy dit est vrai ou faux. Mais alors pourquoi tout le monde a décidé de boycotter ce témoignage à l'unisson? Qui a dicté la ligne de conduite à adopter, que ce soit à la justice, à la police et à la plupart des médias? Qui, pourquoi et qui a un tel pouvoir? Pourquoi ne pas avoir laissé le choix aux Américains de se faire leur propre avis sur la question? Ils sont assez grands pour dire si ce qu'ils pensent qu'elle dit est vrai ou non. Pourquoi avoir d'office clos le débat? Cathy semblait donc seule contre tous en 2016, alors même qu'elle était la potentielle kryptonite du futur président. Mais aujourd'hui, on peut au moins se réjouir que chacun soit libre de se faire son propre avis, puisque l'affaire est revenue sur le devant de la scène avec la publication du dossier Epstein. Et il y en a qui ne croient pas Cathy, et c'est leur droit. L'essentiel, c'est qu'ils aient la possibilité d'avoir connaissance des éléments de manière correcte et qu'ils puissent ensuite décider par eux-mêmes. Et si certains ont des doutes, c'est, par exemple, à cause du timing, témoigner autant de temps après. Bon, ça c'est un classique, on connaît. Mais d'autres, c'était plutôt le timing, pas dans ce sens-là, plus comme tiens, maintenant, pile au moment où Trump se présente. Un témoignage aussi incriminant, alors qu'elle n'apporte pas la moindre preuve, que ce soit un billet d'avion, une photo. J'ai un ami depuis l'année où j'ai arrêté d'aller à l'école en 4e. Je me suis confiée à elle et elle sait tout. Elle sait tout, je veux dire. J'ai tout détruit, comme les billets d'avion, vous savez. Je ne pouvais pas prendre le risque que mon père le découvre. Et maintenant, je pense être assez grande pour... Enfin, je pense pas que vous sachiez. À ce moment-là, je ne voulais plus être sa petite fille. Et vous savez, je ne voulais pas perdre mon père. En gros, je n'aurais jamais gardé des preuves de ces voyages. La seule personne, je n'ai rien dit à mes parents, vous savez, il n'y aurait eu aucune issue positive, aucun intérêt. Il n'y aurait eu aucun intérêt à leur dire, ils m'auraient privé d'être sortie, je n'aurais plus été autorisée à sortir de la maison, mon père aurait pété les plombs. J'ai juste dit à une amie, ma meilleure amie, qui l'est toujours, elle sait tout. Elle sait tout. Je suis prête à tout pour sauver le pays que je crois que nous avons. Et il y en a d'autres qui, à l'inverse, la croient. Et beaucoup se sont posé la question de l'absence des parents de Cathy. Pouvoir se déplacer ainsi sans surveillance à 13 ans, en avion, à travers le monde, pour des week-ends entiers. Mannequin, pas mannequin, non. Et aujourd'hui, je leur donne 1000 fois raison, parce qu'on est au courant des dérives du milieu, qui est malheureusement connu pour être la voie royale vers la prostitution. Il y a beaucoup de prétendantes, pour peu d'élus, la précarité gangrène le milieu. Mais il y a 30 ans de ça, dans les années 80-90, le mannequinat avait une image glamour. À cette époque, on voyait des reportages à la télévision cathodique de jeunes mannequins vivre la vie de rêve. Et on nous montrait que les côtés positifs du métier. Le grand public n'était pas informé de toutes les dérives du milieu qu'on connaît aujourd'hui. Enfin, on savait ce dont on voulait bien nous parler. Alors à l'origine, Jean-Luc Brunel, c'est un chasseur de mannequins, l'un des plus réputés, c'est même une star dans ce métier. Son job, trouver des jeunes filles, souvent mineures, pour en faire des top modèles. C'est lui qui a notamment révélé Sharon Stone et Estelle Lefébure. Il a aussi travaillé avec Claude François quand le chanteur cherchait des jeunes filles pour des séances photos. En 1986, il décrit son métier à la caméra de France 3. Les filles commencent jeunes. 15 ans et demi, effectivement, elles viennent pendant de courts séjours. Elles viennent pendant 15 jours, 3 semaines pendant les grandes vacances. Mais en 1988, le vernis craque. L'émission américaine culte 60 Minutes diffuse une enquête sur les agressions sexuelles dans le milieu de la mode. 2 mannequins accusent alors un agent français. His name is Jean-Luc Brunel. Il joue les entremetteurs. Il a l'agence, donc il a les filles. Ses amis disent « Hey Jean-Luc, j'aimerais rencontrer quelques filles. On fait une fête ce soir. Tu peux ramener des filles ?» Vous ne travaillez plus. À ce moment-là, on est en 1988. La plus grande émission d'investigation, un monument de journalisme américain, révèle donc que Jean-Luc Brunel demanderait des faveurs sexuelles à ces jeunes mannequins et qu'il les livrerait à des amis à lui. Et pendant ce temps, en France, rien ne se passe. La vie continue, ça paraît sidérant, mais les reportages sur Jean-Luc Brunel continuent comme si de rien n'était à la télé. Des reportages dans lesquels il décrit tranquillement son amour pour les jeunes filles. Il existe des chasseurs de top modèles.
Ces hommes, ces femmes, parcourent la planète à la recherche d'adolescentes qui possèdent en elles les virtualités susceptibles de les conduire aux fêtes de la gloire. Voici Chasseurs de top modèles. Et dans ce reportage, donc, on le voit chasser des mineurs. Elles sont enfilées là comme des perles. On se met là, je crois. Hi everybody. You're a pretty, pretty, pretty little girl. That I must say that. Thank you. 14 ans, 1m72-73, un visage exceptionnel de beauté. Effectivement, je suis content d'avoir fait le voyage. C'est ce qu'on appelle une fille, disons, à l'état brut, si on peut le dire. C'est comme les pierres précieuses, ça se polit, et puis après, ça se vend le plus cher possible. Et à l'époque, Jean-Luc Brunel sert déjà de rabatteur de jeunes filles pour Jeffrey Epstein via sa société de mannequinat. Les deux hommes sont très proches, ils sont intimes, même. Sans compter que le mannequinat en lui-même est le terrain de chasse privilégié de certains auteurs. C'est un terrain fertile aux comme le dit cette victime du réseau du PDG d'Abercrombie. Il explique que se retrouver seul avec des photographes, chez eux, mettent les modèles dans des situations de grande vulnérabilité. Il s'est plus d'une fois retrouvé face à de véritables prédateurs. Il a été très vite agressé sexuellement. Il a expliqué que cette atmosphère de prédation constante avait pour effet de désensibiliser les modèles comme lui, comme si on les conditionnait indirectement à accepter l'inacceptable et à trouver certaines situations anormales normales. Et ce qui a fini d'en convaincre certains, ou plutôt certaines, c'est lorsque Cathy a évoqué les conséquences des actes qu'elle a vécues sur elle à l'âge adulte et qui perdurent encore. Mon expérience avec Donald Trump a fait que je ne peux plus avoir de relations saines. Et encore moins une relation sans que je ne la sabote moi-même. Je ne m'en sors pas bien. J'ai eu quelques relations, mais elles ne m'intéressent jamais vraiment. Et il y en a une en particulier, avec un homme merveilleux, et en sachant pertinemment que j'avais inconsciemment perdu le contrôle. Je n'arrivais même plus à me contrôler. Je devais le sortir de ma vie. Parce que je ne sais pas pourquoi. Dès que quelqu'un m'aime, je ne me sens plus digne. Vous savez, je ne sais pas comment l'expliquer. Comme si je n'avais pas d'amis. Je peux avoir des connaissances, vous autres des connaissances, mais vous savez, dès que quelqu'un s'exprime, dès que quelqu'un exprime autre chose, je ne peux pas. J'éprouve une sorte de plaisir, et pas un plaisir enfin, pas vraiment du plaisir, mais inconsciemment, que je le veuille ou non, parfois je l'ai fait exprès, c'est comme si je blessais leurs sentiments juste pour qu'ils ne me parlent plus jamais. Je fais en sorte que ce ne soit plus jamais une possibilité. Donald Trump a détruit mon estime de moi, mon sentiment de valeur personnelle. Alors que ma valeur était encore toute jeune, je veux dire, elle venait d'éclore. Elle n'avait même pas encore eu le temps de se développer. Je n'en ai parlé qu'à un seul thérapeute, récemment. En fait, pendant longtemps, j'ai vraiment essayé d'oublier. J'ai vraiment essayé, mais j'ai suivi une thérapie pour d'autres problèmes, et j'en ai suivi une pour la relation précédente, celle que je sabotais, et mon conseiller m'a dit qu'il m'était arrivé quelque chose qui m'avait marqué et que je devais gérer la situation. C'est exactement ce que j'ai ressenti. Il savait ce qui s'était passé, quelque chose qui m'avait poussé à m'auto-saboter, à saboter mes relations. Mais il a ajouté que c'était à moi de m'en occuper, bien sûr. Cette histoire avec Donald Trump a complètement détruit mon estime de moi. Et j'ai l'impression qu'une partie de ma vie a été anéantie. La seule relation saine que j'avais, je l'ai complètement détruite. Et j'adore choisir les relations dysfonctionnelles, que je sais pouvoir repousser sans problème. Après ce qui s'est passé avec lui, je ne peux plus faire confiance à un homme. Rien que d'y penser, ça me donne la nausée.
Quand quelque chose d'aussi traumatisant arrive à une personne si jeune, on ne s'en remet jamais vraiment. Pour d'anciennes victimes, elle décrit assez bien les conséquences qui perdurent et qui s'expriment de diverses façons, comme le mécanisme effectivement inconscient de l'auto-sabotage, qui, même quand tu t'en rends compte, continue. C'est pas tout le monde qui arrive à briser ce genre de cycle, et chacun développe ses propres mécanismes de défense. Regardez Amanda Bynes, qui après avoir été objectisée, à un très jeune âge, elle a dit qu'elle s'enlaidissait volontairement pour attirer le moins possible l'attention des hommes, pour ne plus que ce genre de choses lui arrive. C'est son mécanisme de protection à elle, et ça donne une petite idée quant au trauma qu'elle a vécu. Alors, conclusion, Cathy devrait avoir dans les alentours de 45 ans aujourd'hui. Où elle est? Il y a pourtant des gens qui ont tenté de la localiser, et c'est une disparition, ou plutôt un silence, qui étonne à l'ère des réseaux sociaux. Il y a bien des voisins, de la famille, des amis qui doivent savoir quelque chose. On ne peut pas disparaître comme ça. Alors est-elle cachée? Est-elle ne serait-ce que toujours en vie? Si elle est cachée, pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'elle est terrifiée? Peut-être qu'elle a signé un contrat qui lui interdit de s'exprimer sur cette affaire, on ne sait pas. Elle a peut-être été payée pour se taire. J'essaye d'envisager toutes les possibilités. Et la position officielle adoptée par le gouvernement américain vis-à-vis du témoignage de Cathy est aussi discutable qu'arbitraire. Et puis on ne sait pas qui a décidé ça. Le communiqué officiel parle du ministère de la Justice de New York. Mais nommer une aussi grande administration, avouez que c'est quand même bien pratique pour n'avoir à nommer personne. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut demander de compte à personne. Qui a décidé de ça? Est-ce que c'était une personne au sein du ministère? Un groupe de personnes? Peut-être la majorité des membres de ce ministère? L'avenir nous le dira peut-être, ou pas. Mais à l'ère où on nous dit qu'on doit toujours croire les victimes, c'est quand même compliqué à tenir comme position. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, ou plutôt pour le moment. On va s'intéresser au côté spirituel de l'affaire Epstein et à d'autres aspects encore. Oui, je sais. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez apprécié notre travail, à vous abonner pour les petits nouveaux. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouCrime pour une autre triste histoire les amis.